Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'invité du direct le professeur Nasreddine Kazitani, géologue, professeur des universités. Professeur Nasreddine Kazitani, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité à Radio M. Grand plaisir de vous accueillir. C'est l'occasion pour nous de parler à nouveau de l'avenir de l'Algérie qui peut encore passer par son domaine minier. Peut-être que tout le monde ne le souhaite pas comme ça, mais c'est une question et une perspective qu'il faut aussi évaluer. Vous connaissez très bien le domaine minier algérien. Vous êtes un des pionniers de Sonatrach, de la période glorieuse des débuts, où on a construit un potentiel de connaissance et d'exploration de l'amont. On dit amont pétrolier, mais dans cet amont, il y a de tout. Dans les 2,3 millions de kilomètres carrés que compte ce territoire, le premier par l'étendue dans le continent africain. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors évidemment, on est dans un contexte particulier, on est dans un contexte quasiment révolutionnaire en ce moment. On est après le 22 février. Les Algériens vont bientôt devoir se poser des questions sur leur avenir économique, sur leur modèle économique, sur comment poursuivre le développement. Et il y a beaucoup de pistes possibles. Vous dites, on en parlera en fin d'émission, évidemment, cette rente, les hydrocarbures, on verra comment elle peut continuer ou pas à se développer, mais il y a aussi à côté tout un potentiel minier qui n'a pas été suffisamment, ou pas du tout, mis en valeur ces dernières années. Et vous allez nous en parler parce que nous ne le connaissons nous-mêmes pas beaucoup. L'Algérie, un grand pays minier. Tout à fait. Écoutez, il y a un petit chiffre, peut-être qu'il faudra mettre en exergue, c'est le rapport entre ce qui a été découvert en hydrocarbures depuis le début, depuis la découverte du Djebel Berga en 1954 jusqu'à maintenant, et le potentiel minier exprimé de façon financière. Les valeurs financières des deux domaines, miniers et pétroliers, sont dans un rapport, disons, en gros, le domaine pétrolier, les 10 milliards à peu près, 9 milliards et des choses comme ça, de tonnes d'hydrocarbures équivalent pétrole découvert depuis le début, ne représentent que 0,01% du potentiel minier que l'on possède au Sahara ou en Algérie du Nord. Et encore, je n'ai pas additionné tous les potentiels. Il est vrai que j'ai parlé de lithium, j'ai parlé de sel, de potasse, etc. Professeur Kazitani, nous on aime bien la précision. Dans l'invité du direct, qui est une émission économique, 0,01%, c'est une expression financière. Absolument, l'expression financière. En possibilité de valorisation. Voilà, c'est-à-dire en d'autres termes, j'ai pris les hydrocarbures découverts, je les ai évalués. Oui, parce qu'on est parti de TEP, on est parti d'équivalent pétrole, pour vous faire un comparatif, mais c'est un comparatif de ce que ça peut rapporter. Voilà, les valeurs financières la valeur financière des hydrocarbures qui ont été découverts depuis le début. 1954, Djebel Berga, dans la nette. Jusqu'à maintenant, ne représente, en termes financiers, que 0,011%. D'accord. Mais qu'est-ce qui permet de dire cela ? Est-ce que, parce que on va en parler, on va éliminer ce qui est problématique tout de suite pour aller vers ce qui peut être opportun. Oui. Le charbon, l'Algérie a du potentiel en charbon. Le charbon, on ne va pas le comptabiliser dans cette valeur-là. À un moment donné, ce ne sera pas possible de l'exploiter ni en local ni à l'exportation. Je ne l'ai pas comptabilisé à ce titre-là, même si, par exemple, dans les mondes Exor, vous avez des ressources à faible profondeur en charbon bitumineux, c'est-à-dire un charbon, une houille qui a de l'intérêt pour la sidérurgie, pour faire de la coquefaction. Voilà. Malgré ça, je n'ai pas voulu comptabiliser. Je l'ai comptabilisé en vérité
que les métaux du futur. Alors, hélium, lithium, beryllium, c'est quoi les métaux du futur? Les métaux du futur, c'est ce que vous venez de citer. Hein. L'hélium, bon, c'est pas un métal, C'est un gaz. un gaz. Hein. C'est le lithium, évidemment. Hein. Ce métal, De la batterie électrique. c'est le métal de la transition énergétique. Si on n'a pas ça, on ne peut pas faire de transition énergétique. C'est quoi exactement le potentiel de l'Algérie? Bon, on sait que ça fait 2000 euros tonne en ce moment, la tonne de lithium. C'est bien valorisé. Ouais. Bon, enfin, ça pourrait l'être plus d'ailleurs. 13 millions de tonnes? 13 millions de tonnes, oui. On n'a pas une idée précise sur les grandeurs. J'avoue, si c'était du gaz, je vous aurais dit 2 milliards de mètres cubes, c'est bon ou c'est pas bon. Du lithium, avoir 13 millions de tonnes, c'est important? Non, ça c'est les réserves mondiales. Oui. OK? D'accord. Les En Algérie, réserves. on ne sait pas. Si, on sait. Parce que la roche-mère silurienne, qui est le réservoir le plus important en termes métalliques, contient donc ce lithium, qui est le métal le premier métal, le plus léger, etc. Ce lithium-là, on l'a à hauteur uniquement de la roche-mère. Je ne parle pas d'autres pertinences. Par exemple, aller chercher dans les eaux de réservoirs, les eaux pétrolières. Parce que nous avons des saumures extrêmement concentrées, 10 fois la salinité de l'eau de mer. Et donc, si on a, comme les gisements ont été nourris par des évacuations à partir des roches-mères, que ce soit des hydrocarbures ou les autres formations. Donc, les autres formations ont été évacuées vers les réservoirs et ont constitué... On a une étude précise. Vous êtes géologue, je rappelle, Oui. vous êtes au centre des ressources, des géoressources de Pau. Vous avez on peut avoir une idée sur le potentiel. Alors, moi, je pense personnellement qu'on doit avoir dans ces eaux De réservoir. du réservoir, les autres formations, je pense qu'on peut avoir au moins 1200 ppm. OK? Alors que dans la roche, ce qui est déjà considérable. Alors, on va citer... Oui, bien sûr. Pour donner un ordre d'idée, parce que ça ne veut rien dire, ppm. La plus grande réserve actuellement connue, c'est le salar d'Uyuni, en Bolivie. OK? C'est le plus grand gisement de lithium connu. Il est à hauteur de 120 ppm. D'accord. Voilà. Donc ça nous donne un indice de comparaison. Voilà, ça nous donne un indice de comparaison. Alors, on va citer d'autres métaux importants, métaux du futur. Vous avez, il y en a beaucoup, on ne va pas pouvoir les citer tous, mais le vanadium, on a parlé aussi du wolframétain, du coltan. C'est quoi ces métaux? En quoi ils peuvent être importants dans l'avenir? Alors, le coltan... Les terres rares. Voilà. Le coltan, c'est ce qui alimente les guerres sales qui se situent au niveau du Kivu, en République populaire du Congo. En RDC. Voilà, en RDC. Donc, c'est tellement précieux que les compagnies, les majors de l'électronique n'hésitent pas à financer ces guerres en achetant du coltan. Alors là, c'est du 18 400 le kilo. Voilà, pour le Hein. tantal. Oui, pour le tantal, euros. bien sûr. Bien sûr, c'est des choses qui sont... Alors chez coltan, nous... pourquoi? Parce qu'il y a colombium, c'est l'ancien nom de niobium, et tantal, bon, voilà. Et en aurait en Algérie, dans le Hogarth? Absolument, c'est prouvé, là. Il n'y a aucun doute. C'est prouvé dans des granites qu'on appelle les granites taourirt. D'accord. Le vanadium, ça a quoi? Le vanadium, d'abord, c'est un métal essentiel dans la sidérurgie pour faire des aciers au vanadium, par exemple. Mais surtout, il y a 2 ou 3 ans, ou 4 ans, je ne me rappelle plus, en 2015, je crois, un brevet australien qui a été déposé pour faire des batteries pour le stockage des énergies renouvelables. Très bien. Voilà. Ça aide à
Jusqu'à maintenant, on utilise les sels fondus pour garder, garder les, oui, pour essayer. la chaleur, La donc, chaleur, quand c'est du thermique. Hein, Oui, quand c'est du thermique. c'est du thermique. Donc, oui. Oui. Alors, il y a les terres rares dont on parle beaucoup, Oui. et elles sont disponibles en quantité, on va dire, marchande en Algérie. Écoutez, en Algérie, vous avez un gisement qui n'est pas connu, hein, qui n'est connu que de ma petite personne. Bon, c'est comme ça, on fait des recherches, on tombe sur des trucs parce que on a des équations en traite, etc. On voit qu'il y a... Et puis, on va chercher, on trouve. Alors, on a un gisement qui est évalué. Il y a 4 petits des gisements côte à côte. Hein. Le plus grand d'entre eux totalise 50 millions de tonnes métal de terres rares. Je ne parle pas de l'oxyde, parce que généralement, c'est donné en oxyde. Là, métal. 50 millions de tonnes. C'est-à-dire, en d'autres termes, à peu près 2 fois ce qu'il y a dans le plus grand gisement connu actuellement, le Bayanobo, qui se situe donc en Mongolie intérieure, en Chine, okay, et qui sert pratiquement toute l'industrie mondiale de l'électronique. À tel point que la Chine a essayé de faire un chantage il y a quelques années en demandant aux sociétés utilisatrices de venir s'installer en Chine pour pouvoir bénéficier du truc. Bon, ça a fait des remous. Il y avait des sanctions de type OMC qui étaient brandies, et donc la Chine a reculé. Et en plus, la teneur du Bayanobo est un peu moins de 5% dans terres rares, alors que nous, c'est 6,69%. Oui. Ouais. Alors, et donc voilà. Donc on peut encore serrer d'autres, évidemment d'autres métaux. Il y en a. C'est assez impressionnant effectivement. Le sel de gemme, le sel de potasse, le sel de barium, le sel de silicium, le manganèse, l'arsenic, le fer qui va peut-être finalement redevenir une source d'exploitation importante, avec notamment Garage Billet. Ouais. Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat. Pourquoi ? Parce que à l'époque, pendant un certain temps, j'avais un bureau à côté du ministre de l'époque, Bouchouareb, et donc je le conseillais. C'est pas si loin que ça. Oui, c'est pas si loin que ça. Oui. Et donc, il m'avait demandé de venir le truc. Bon, je suis venu. C'est vrai qu'on avait transféré les mines, on avait enlevé ça à l'énergie et on l'avait transféré à l'industrie. Absolument. Lorsque Bouchouareb est arrivé, donc il est arrivé avec les mines dans le portefeuille. Et il m'a appelé, je l'ai conseillé, puis disons une parenthèse, c'était pas un mauvais ministre. Oui, mais c'était un ministre kleptomane, c'est ça le problème. Ouais. C'est pas grave. Voilà. Ouais. J'assume ce que j'ai dit, c'est Radio M qui le dit, c'est moi qui le dis. Enfin, on a ici des gens qui se sont plaints de ces pratiques de voyous. Oui, peut-être, oui. Mais disons que sur le plan des relations humaines, des choses comme ça, et puis comme c'est quelqu'un, disons... C'est le genre de ministre qui met 2 millions d'Algériens dans la rue, mais ça, c'est pas grave. On va avancer sur le domaine minier. Oui. Et donc, avant de partir, je lui avais dit, écoute, Garage Billet, c'est un non-gisement. Et je l'ai redit dans une réunion avec celui qui dirige le consortium sur Garage Billet, etc. Bon. Pourquoi c'est un non-gisement ? Il y a presque 4 milliards de tonnes de fer, métal, qui est stocké à Garage Billet. OK ? 3,7. Pourquoi c'est un non-gisement ? Parce qu'il n'y a aucun process industriel qui puisse le traiter. Il n'y a pas. Le dernier parce qu'il est trop phosphoreux, un fer phosphoreux, et tous les 24,5 milliards de tonnes que l'on a dans le fer du Paléozoïque sont tous phosphoreux. Il n'y a pas d'espoir pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé un process technique. Un process qui puisse les traiter. Alors, il y a un process qui pourrait peut-être traiter, parce qu'on s'est aperçu que le cœur du gisement de Gara Ouest
était moins riche en phosphore et plus riche en fer. Et puis, comme c'est un gisement en pelure d'oignon, donc plus on s'éloigne du cœur, plus la teneur en phosphore augmente et plus la teneur, évidemment. Donc il faut aller au cœur pour tirer Voilà. et donc en termes de coût, c'est compliqué. Oui, et puis surtout qu'il faut faire des analyses. Absolument. Okay. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas encore de. Qu'on n'a pas. Alors il y a parmi cette liste de minerais disponibles dans l'immense territoire algérien, il y en a un qui suscite de temps en temps des débats, c'est évidemment l'uranium. Est-ce qu'on a bien fait de ne pas l'utiliser jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel d'uranium en Algérie? Il y a plus qu'un vrai potentiel en uranium. Bon, il y a les 26 000 tonnes à peu près d'uranium. Déjà prouvé pour utiliser le langage des pétroliers, voilà, qui existent au Gard, des gisements de Timgawin et autres, ok. Mais donc les 26 000... 532 000 milliards de dollars, c'est pas excessif comme valorisation? Mais ça, c'est un calcul. Ça, c'est la quantité sur la base d'un taux d'uranium qui sont contenus dans une roche-mère qui est, disons, estimée à 55 mètres d'épaisseur, etc., qui s'étend sur 550 millions de kilomètres carrés. 550 000 kilomètres carrés. OK? Vous faites l'addition, teneur... 550 000 kilomètres carrés. Oui, ça c'est le Sahara utile. Ça c'est le Sahara utile. La roche-mère silurienne, par exemple, elle s'étend bien au-delà. D'accord. On va la retrouver sur une partie de la Mauritanie, on va la retrouver ailleurs, mais elle n'a pas, disons, les mêmes caractéristiques. Dans le Tindouf, en Mauritanie ou ailleurs. D'accord. En Algérie, j'ai estimé à 550 000 kilomètres carrés là où elle avait un potentiel réel. Et donc, l'uranium, évidemment, on ne l'a pas utilisé parce qu'on n'a pas encore. On a pensé que là, par contre, on est dans un modèle où on peut plutôt industrialiser nucléaire civil, c'était évoqué, que d'exporter. Oui, bien sûr, on peut aussi exporter, quoique la concurrence est sévère avec le Kazakhstan, avec le Niger, avec beaucoup d'autres pays. Bon, mais disons, là, j'ai fait l'état des ressources. Maintenant, les problèmes de marché, c'est vraiment pas mon problème. Alors, évidemment, on ne peut pas éviter de se poser la question de savoir quand on a ce potentiel-là, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas développé? Oui, écoutez, il a manqué une volonté politique. Pourquoi? Parce qu'avant 2001, il était assez facile d'entreprendre dans le domaine des mines en Algérie. Il suffisait de remplir un formulaire, etc. Alors, des choses sont devenues compliquées avec la création des différentes agences, aussi bien dans le domaine pétrolier d'ailleurs que dans le domaine minier, la NAM, etc. Et même lorsque la loi qui est votée, que ce soit celle de 2001 ou celle de 2014, les décrets d'application, les décrets exécutifs qui sont publiés après, celui de 2002 pour la loi de 2001 et celui de 2018 pour la loi de 2014, verrouillent encore plus l'accès. C'est-à-dire, en d'autres termes, et ça je le dis, et je l'ai dit au ministère, j'ai été reçu je suis allé protester. Bien sûr. Voilà. On m'a dit, c'est comme ça. Alors, c'est quoi le verrou, c'est que, comme on a eu avant la colonisation, on a eu une industrie minière. Il suffit de se balader. Il fait qu'il y a Kfarsas, il y a Jebel Hadid, il y a machin Tanhas, etc. Bon, ok. C'est bien de le rappeler. Donc, mais depuis la colonisation interdit aux Algériens d'accéder au domaine minier, et l'accession au domaine minier après, c'est finalement
c'était le besoin immédiat, c'est-à-dire faire des carrières de granulats, de choses comme ça, chercher du sable, voilà, pour construire. Et ensuite, lorsqu'il a fallu ouvrir le domaine minier, il a été verrouillé. Pourquoi? J'en sais rien. Tout simplement. Alors, ce qui interdit aux Algériens d'accéder, c'est 2 articles. D'une banalité, qu'il faut avoir 3 ans d'exercice de la société minière, exercice prouvé. C'est-à-dire, il faut s'inventer une activité ailleurs. Voilà, s'inventer une vie. Et donc, c'était un aménagement pour ouvrir la porte uniquement à des partenaires étrangers? Tout à fait. Et on me l'a dit de façon claire, nette et précise. On m'a dit, écoutez, si vous voulez entrer dans le domaine minier, venez avec une société étrangère. Oui. Ça, c'est la loi de 2001 qui a introduit ce verrou. Voilà. Oui. Et on n'en est pas sorti? On n'en est pas 2014 sorti. n'a pas couru. Alors, le problème, c'est que vous avez été, vous avez conseillé des politiques publiques, c'est vous qui venez de le dire. On était dans le modèle de Cheikh Ibrahim en 2001. Bon, on peut imaginer pourquoi il a mis ce verrou. Il fallait passer par les entreprises étrangères. Il s'est négocié avec elles. Avec M. Yousfi, en 2014, on aurait pu penser que ça allait changer, Yousfi ou le gouvernement, après le départ de Cheikh Ibrahim. Les verrous sont restés. Oui, ils sont restés, ils ont été exacerbés. Très bien. Ouais. Et donc, il n'y avait aucune possibilité pour des privés algériens absolument pas. De devenir des exploitants miniers. Aucune. Et c'est pour ça que le domaine minier reste en friche. Sauf. Parce que les étrangers, entre-temps, ne sont pas venus. Hein. Sauf il y a, je crois, un Algérien qui a eu droit, quelque part au Gard, à un gisement de tungstène, de wolfram, donc. Wolfram éteint. Voilà, mais qui n'a pas encore exploité son permis. Mais il l'a. Pourquoi lui et pas les autres? Bon, ça. C'est un Algérien, connu. Ah oui, très connu. Oui, on peut le citer ici, il n'y a aucun problème. Hein. Oui, non, mais. C'est Ali Haddad, c'est à la mode en ce moment de le citer. Oui, non, mais c'est. Dans ce giron. Voilà. Très bien, on a compris. Et donc, est-ce que vous diriez, professeur Kazitani, que tout n'est pas perdu, que c'est encore possible, parce qu'il s'agit quand même de ressources qui sont toujours en place. Absolument. À l'inverse, peut-être de filières industrielles qui sont dynamiques, qui changent et où on a raté le coche. Ces gisements-là sont toujours en place et on peut toujours les développer. Ces gisements, si je capitalise en termes financiers ce que j'ai sur les 550 000 km², on a 4 plus 16 zéros en dollars. D'accord. Okay. Ça fait 40 millions de milliards de dollars qui sont là, disponibles sous nos pieds. Qu'on s'entende bien, parce que sinon vous allez donner envie aux amis de Bouteflika de ne jamais quitter le pouvoir si vous continuez à parler comme ça, parce que ça, on a l'impression que c'est un Eldorado infini qu'est l'Algérie, même si c'est le cas, hein, mais ça peut être le cas. Mais ces 40 000 milliards de dollars, c'est quelque chose de potentiellement qui existe sous nos pieds. 40 millions de milliards. 40 millions de milliards, j'arrive même pas à suivre l'ordre de grandeur. Évidemment, il faut mettre dedans ce qui est attractif, ce qu'on peut exploiter, ce qu'on ne peut pas exploiter. En fait, c'est le véritable discriminant, parce qu'il peut y avoir beaucoup de potentiel. C'est un peu comme pour le pétrole et le gaz que vous connaissez bien, qu'on va évoquer en fin d'émission. On peut trouver quelque chose, mais quand on fait le calcul économique, c'est quelque chose qu'on ne va pas aller chercher, qu'on ne va pas exploiter. On est bien d'accord. Il y a voilà. Tout n'est pas récupérable. Oui, tout. Parce que sur le plan économique, tout n'est pas suffisamment attractif. Sauf que... Vous voulez le dire d'ailleurs pour Garaj Bilat. Voilà. Donc, moi, je sais qu'il y a 24 milliards de tonnes, 24 milliards et demi de tonnes dans le paléozoïque saharien, mais je dis, pour l'instant, c'est des non-gisements. Par contre, il y a des potentialités aussi grandes en magnétite, etc., qui ne sont pas atteintes par la vérole du phosphore, qui est le poison du fer. Alors, on a un exemple de ce qui n'a pas marché, qui a peut-être d'ailleurs bloqué toute la montée en puissance de l'exploitation du domaine minier et de ce trésor inestimable. C'est vrai qu'on a du mal à le considérer, mais
évidemment sur un continent, un pays continent, il est tout à fait probable, c'est le gisement, le 5e mondial de zinc et de gaz de Tel Hamza Oued Amizour, dans la wilaya de Bjaya, qui a été, dans le permis d'exploitation, a été donné à une junior australienne qui a eu Terramine, qui a eu beaucoup de mal à le mettre en route, et qui ne présentait pas les garanties. La population s'est mobilisée pour dire que les boues toxiques allaient peut-être avoir une incidence dangereuse sur l'environnement, leur environnement de vie. Voilà. Et donc, il y a eu un blocage. On sait que les Chinois ont repris ce permis de recherche et d'exploitation. Mais est-ce que, finalement, on ne mesure pas toujours suffisamment les incidences? Quand il y a ce potentiel, il y a aussi des gens qui vivent à côté des mines, à côté de là où on exploite. Et donc, il y a aussi des réserves et des limitations à ce qu'il est possible de faire. Là, lorsqu'on exploite une matière minérale, il est essentiel que le maximum de garde-fous environnementaux soient mis en place pour éviter de souiller la planète. Oui. OK, ça c'est indéniable. Maintenant, s'il faut mettre les moyens pour mettre en place ces dispositifs, il ne faut pas hésiter, ou on fait un calcul économique, ou ce n'est pas la peine d'exploiter. Mais je pense que le gisement de zinc de Oued Amizour, c'est un gisement important, c'est le 5e mondial. Et donc, il faut envisager de l'exploiter sans avoir à contaminer les autres. Et là, vous êtes d'accord avec moi, professeur, que là, ce type de gisement, on ne peut pas le confier à une junior algérienne naissante qui n'a pas d'activité. Il faut que ça soit pris par des professionnels, de vrais professionnels. Parce que il ne s'agit pas de donner des choses aussi importantes comme joujou à des juniors, etc. Non, ça, il faut des professionnels pour traiter le problème, parce que le problème est technique, technologique, etc. Et ça, bon. Notamment le traitement des boues après l'extraction. Et le mode d'extraction déjà détermine la façon dont les boues vont être traitées. Alors, à propos de mode d'extraction, vous dites justement, c'est important, vous dites que les techniques qui se sont développées ces dernières années sont plus simples pour faire de l'extraction minière et du traitement pour sortir le produit recherché du minerai. Et ces techniques-là ne sont... Voilà, les Algériens peuvent les utiliser, les développer. Ce n'est pas aussi compliqué qu'il y a 50 ans, d'où il n'est pas nécessaire d'amener avec soi partout des partenaires étrangers. C'est quoi ces techniques? Il y a notamment cette technique, on a un peu barbare, de l'exhibition, qui est un peu sur le modèle du café percolé. Vous nous expliquez cela? Voilà. Là, l'exhibition, c'est exactement comme vous le dites, à la façon d'un café que l'on se prépare, c'est-à-dire on met le café en mouture. Donc c'est la matière brute, on va dire. Et on verse de l'eau. OK. Et ensuite, la chose que l'on recherche, c'est-à-dire le sucre de la matière, il est extrait. Et on peut extraire au fur et à mesure que l'on... Et ce principe est reproductible sur les minerais. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. On a pris, une recherche qui a été faite à l'École des mines de Paris en 2012. Donne une recherche très sérieuse, prend donc 2 échantillons ou 3 échantillons du Kazakhstan, qui est le plus grand producteur d'uranium dans le monde. Et on a fait de la lixiviation, c'est-à-dire on a fait un peu comme du café, OK? Et qu'est-ce qu'on a constaté? Au bout de quelques heures, c'est pas sur des durées considérables, au bout de quelques heures, 8 heures, 20 heures ou un truc comme ça, qu'on a extrait 100% de l'uranium qui a été analysé, parce que l'échantillon a été préalablement analysé à la microsonde électronique ou à la torche à plasma ou autre, et donc on sait exactement la quantité d'uranium qui était contenue dans le minerai. Et lorsqu'on a récupéré la totalité. C'est-à-dire que la notion de coupure qui voulait que il y a une teneur limite au-delà de laquelle on ne peut pas aller parce que ce n'est pas économiquement rentable. Cette notion a disparu
elle a été emportée par le vent. Très bien. Voilà. Très bien. Et donc c'est faisable sur tout type de minerais, tout type de produits qu'on cherche à retrouver. Absolument. L'excavation, c'est... Voilà, on a fait ça. Dans le cas de l'uranium, ça a été une lixiviation acide, avec de l'acide sulfurique à 8 ou 12%, un truc comme ça. Hein, c'est pas... Et on a récupéré ainsi, on a retraité les stériles qui étaient rejetés par les anciennes mines. Et donc, on a récupéré absolument tout. On va en dire dans le langage des pétroliers, on a boosté le taux de récupération. Ah oui, là, booster plus que ça, c'est jusqu'à 100%. On ne peut pas l'imaginer encore pour le pétrole. Non, hein. pour le pétrole, on ne peut pas l'imaginer. Alors, ma transition, justement, pour finir cette émission sur le pétrole et l'activité traditionnelle de Sonatrach. Déjà, est-ce que vous diriez que c'est un peu la rente pétrolière aussi qui nous a fait négliger le développement du potentiel minier hors hydrocarbures? Non, parce qu'il y a des pays qui ont à la fois des hydrocarbures et des mines. Ils n'ont pas abandonné les mines au profit des hydrocarbures ou inversement. Hein. Ça, c'est l'intelligence des politiques. Hein, qui détermine les choix économiques. Voilà. On a quand même le sentiment que ça a quand même été négligé aussi un peu pour cela. Alors, évidemment, le domaine minier algérien, l'amont pétrolier, vous connaissez. Vous êtes, je disais au début d'émission, un des pionniers de Sonatrach. Vous êtes géologue, vous êtes professeur des universités en géologie et vous avez travaillé dans un centre des ressources, de géoressources, donc à Pau. Vous, la politique de recherche-exploration sur l'immense amont pétrolier algérien, on a l'impression qu'elle cale depuis quelques années, depuis notamment la politique des agences de régulation qui sont supposées donner de la data aux investisseurs pour qu'ils aillent chercher aux bons endroits du pétrole et du gaz. Pourquoi ça cale ? Pourquoi ça cale ? Parce que la mission qui a été confiée à la NAM était une mission qui n'a pas été comprise. Si je remonte à l'époque Tamini, à la DEC, Tamini, Ben Ammal et autres, les sociétés étrangères pouvaient venir demander un permis. Elles estimaient que tel endroit du Sahara pouvait être prolifique et donc ils prenaient un permis. Le permis leur était accordé. Maintenant, on a introduit la mode de faire des appels d'offres qui se révèlent le plus souvent négatifs. L'appel d'offres numéro 4, auquel j'ai assisté, de 2014, 3 mars 2014, ça a été une catastrophe. Pourquoi ? Écoutez, on ne prend pas les compagnies étrangères pour des idiotes, en leur proposant des permis qui vont à l'encontre de l'esprit même du pétrolier. C'est-à-dire, dans le pétrole, on vous dit, attention, il ne faut pas que le réservoir affleure à telle distance, etc., du bassin. Or, on voyait sur l'échelle de 50 000, c'est-à-dire 600 km², que les réservoirs étaient en l'air. Qui c'est qui va prendre ça ? Ils prennent des gens pourquoi ? Les réservoirs en l'air, les réservoirs en l'air, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'exploitation ne sera pas rentable ? Ça veut dire que l'exploitation ne peut pas avoir lieu puisque les hydrocarbures, c'est le rapport déjà, ont dismigré. Puisque les réservoirs sont à fleur, donc très proches de la surface de la Terre. Et les hydrocarbures ont eu le temps. Ça, c'est une erreur de l'agence de régulation. Al-Naft qui a choisi de mauvais blocs à proposer, c'est une erreur de géologue. Cela. Ah oui, c'est une erreur de géologue. C'est un problème de formation. Oh là là. Vous êtes le premier à nous dire cela. Parce qu'on a souvent évoqué le peu d'attractivité du système fiscal. On a évoqué d'autres raisons. Mais vous êtes le premier à nous dire que le choix des blocs n'était pas le bon. Non, parce qu'on leur impose des blocs qui ne sont pas perspectifs. Voilà, en termes. Et en fait, la bonne démarche, ce serait de mettre la data à leur disposition et de leur dire où est-ce que vous voulez aller. Voilà, ouvrir le truc. Vous voulez investir en Algérie dans le pétrole ?
venez, vous choisissez. Voilà tous les blocs qui sont libres. Professeur Kazitani, pour choisir, il faut avoir la bonne information. Absolument. Il y a un problème, vous avez parlé tout à l'heure, pas ici, mais avant qu'on rentre dans cette émission, de thésaurisation de l'information. C'est quoi cette histoire? Avant, du temps de la direction de l'énergie et des carburants, qui a été remplacée par NAFT, par exemple, pour rester dans le domaine des hydrocarbures. La DEC recevait de droit, c'était la loi, tout travail qui était exécuté par les sociétés nationales ou étrangères. Les données de forage, les données de la sismique, les rapports, etc., etc. Ces données étaient sous le sceau de la confidentialité pendant 5 ans. Au-delà des 5 ans, l'information devenait accessible au public le plus large, étranger ou national. Et donc, cette pratique, cette loi, je ne sais pas si elle était... Enfin, de toute manière, cette disposition n'est même pas évoquée dans les lois pétrolières, maintenant. C'est une erreur, parce que thésauriser de l'information, c'est un crime contre l'Algérie, un crime économique. Parce que ça fait faire des erreurs d'investissement. Ça fait faire des erreurs d'investissement, ça ne permet pas à la recherche algérienne déjà d'avoir un matériau. Sonatrach détient ces informations. Sonatrach les détient, la DEC les détient. On ne veut pas les mettre à la disposition des investisseurs étrangers. Ah non, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit parce que c'est couvert. S'ils ne sont pas... En principe, au bout de 5 ans, ces informations, dire on a fait de la sismique à tel endroit et ça, voilà les résultats, donc on sait quel est le potentiel, et donc on sait si on doit y aller ou pas. C'est ce type d'information, on ne peut pas le mettre, il n'est plus dans le domaine public. Ah, il n'est plus dans le domaine public. Et mais comment on peut comment on peut attirer des acteurs, des compagnies étrangères si on ne donne pas ces informations? Disons que ces informations, vous pouvez y avoir accès si vous achetez un bloc. Et après, qui est proposé par un NAFT. Vous l'achetez d'abord et après vous êtes informé sur son potentiel. Voilà, et ensuite vous pouvez avoir les documents qui le concernent, sur lesquels vous pouvez travailler, tirer des théories ou faire des hypothèses, etc., etc. Très bien. Ouais. Enfin, on peut deviner et imaginer qu'il peut y avoir un marché secondaire de l'information qui soit parallèle. Parce que voilà, quand on ne rend pas public une information, on peut la vendre. Oui, tout à fait. Oui. C'est assez... Très bien, on a appris beaucoup de choses avec vous, professeur. On a vraiment appris beaucoup de choses. On va finir quand même avec le dernier bébé que nous vend le secteur de l'énergie. Je parle du gaz de schiste. Il y a cette estimation qui place l'Algérie en 5e, 3e position. Ça a bougé un peu. Je crois qu'on est repassé en 4e position. Avec 19,8 téramètres cubes de potentiel de gaz de schiste. Comment vous évaluez cette estimation? Vous, le géologue. Oui. Moi, je l'ai en 2012, lorsqu'elle est tombée sur les Internet. Bon, j'ai refait le calcul, ça demande 5 minutes. Parce que vous calculez le volume de la roche-mère, vous calculez la teneur moyenne, enfin le volume de la roche-mère avec des épaisseurs moyennes, etc., etc. L'extension au bassin en milliers ou aux centaines de milliers de kilomètres carrés, l'épaisseur moyenne, la teneur moyenne en COT, etc., etc. Puis c'est une équation très très simple, c'est enfantin. D'accord, c'est pas sortir de Saint-Cyr, comme on dit, pour faire cette évaluation. Et la sanction, c'est quoi? La sanction, en prenant des trucs complètement comme ça, c'est-à-dire, moi je me suis dit, ces gens-là ont dû aller sur Internet pour piocher sur les surfaces, sur le truc. Bon, vous dites qu'il y avait une estimation à Timimoun et à la Voilà, 125 000 km. J'ai pris 125 000 km carrés. C'était le bassin gazier de Timimoun à Net. J'ai pris 125 000 km. C'est une étude de DRIB qui date des années 90. Juste pour le COT, le carbone organique total, je suis allé sur la publication de Schlumberger, qui a repris les études de Sonatrach, etc. Et j'ai vu que ça allait de 1 à 10, j'ai pris
la mi-parcours comme moyenne, 5%, etc. Et je suis tombé sur 19,8. Et donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, Oui, c'est qu'ils ont la utilisé... démonstration était là. Ils ont utilisé Voilà. la data disponible. Absolument. Laquelle data disponible N'était pas pertinente. n'est pas pertinente. N'était pas pertinente autant sur l'étendue des bassins, c'est pas 125 000 km². Ça, on ne peut pas réduire le bassin pétrolier saharien, pétro-gazier saharien à 125 000 km². Et la Roche-Mer, les pontes, le pape de la géochimie, celui qui connaît le mieux la géochimie du Sahara, c'est Tissot, Bernard Tissot, de l'Académie, qui fixe la valeur du CO2 jusqu'à 31%. D'accord ? Et donc, bon... Carbone organique total. Carbone organique total. Donc, Alors, bon, tout ça veut dire que le potentiel, en fait, en gaz de schiste de l'Algérie est bien supérieur à ce qui a été absolument. sorti. Voilà, Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les écolos. Voilà. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les pas écolos. une bonne nouvelle pour les écolos, mais c'est la réalité des choses. Voilà. Ensuite, vous dites quoi sur l'exploitation et sur ce risque, évidemment, qui existe, avec notamment les boues. Vous dites que ce risque peut devenir une opportunité. Absolument. Tout simplement parce que lorsqu'on fait une exploitation gaz schistière ou gaz pétrole De schiste. etc., disons la valeur financière de ce que l'on tire à travers les hydrocarbures qui sont collectés, que l'on compare aux métaux qui sont collectés à partir de la boue. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on prend ces boues et si on les traite, la valeur est de 4% pour les hydrocarbures, 96% pour les métaux comme le vanadium, l'uranium, le lithium et autres. Voilà. Vous êtes en train de nous dire, professeur Kazitani, qu'en lançant une industrie du gaz de schiste, on peut lancer en parallèle une industrie des métaux rares qu'on va extraire des boues. Écoutez. Et c'est celle-là qui sera la plus rentable. Absolument. Des deux. Absolument. Et ça, cette question, je l'ai posée en séance publique le 3 mars 2014. Je l'ai posée à Sidi Ali Betata, qui était président de l'ANAFT. d'ANAFT. J'ai dit, écoutez, devant donc un panel de gens étrangers, enfin essentiellement des étrangers. Parce que d'ailleurs. En 2014, il y avait dans l'appel d'offres, il y avait exploitation de gaz de Oui, schiste. oui. Et donc, j'ai dit, écoutez, Monsieur le Président, sous quel régime vont fonctionner ces exploitations gazistières? Est-ce que c'est sous la loi minière, comme il me semble légitime que cela soit, ou sous la loi pétrolière? Tout simplement parce que quand on fait, d'après les études géochimiques que l'on a faites, les études minières, entre guillemets, que l'on a faites, on a comme ressources qui sont récoltées dans l'exploitation gazistière, soit des hydrocarbures, ça, ce qu'on récolte de prime abord, et puis il y a les boues. Mais ces boues-là ont une valeur financière bien très supérieure à celle du schiste, à cause tout simplement des métaux rares que l'on y trouve, tels le vanadium ou autres. Des métaux rares qu'on ne retrouve pas dans l'exploitation gaz schistière de la Pennsylvanie et du Texas? Absolument pas, parce que tout simplement, il y a... on m'a posé cette question, je leur ai dit, vous allez quand même pas vouloir transposer le modèle de la Pennsylvanie, la Marcellus Formation, au Sahara. Ce sont des géologies totalement différentes qui n'ont rien à voir. Nous, on a eu l'opportunité d'avoir, à la fin de l'Ordovicien, c'est-à-dire juste avant le dépôt des argies siluriennes qui ont constitué la roche-mer principale. Juste avant le dépôt, c'est-à-dire on est toujours sur la calotte glaciaire? Voilà, il y avait la calotte glaciaire, donc à l'extrême fin de l'Ordovicien, c'est ce qu'on appelle l'Ordovicien terminal. Et donc les formations ne sont pas les mêmes aux États-Unis et au Sahara? On a eu l'opportunité d'avoir un Atlantis
qui couvrait 14 millions de kilomètres carrés, épais d'au moins 2 kilomètres de glace, etc. Et toute cette glace a fondu, a percolé à travers les roches du substratum de cette Atlantis, de cette calotte glaciaire, et donc a amené dans le bassin de sédimentation tout simplement par lixiviation. Voilà. Lixiviation. Déjà, on est dans la Voilà. lixiviation. Voilà. D'où cette possibilité en fait qui change complètement le modèle d'exploitation, le modèle économique de la filière gazo-schistière, qui pourrait faire que ce soit une double filière à la fois minière et pétrolière. Et je pense minière d'abord et avant tout, puisque les rapports sont en De faveur 96 à 4. Voilà. Professeur Kazitani, c'était passionnant de discuter avec vous ce matin sur Radio M. C'était vraiment passionnant et j'espère que l'Algérie pourra s'organiser pour déployer ce potentiel, effectivement, dont on vient de se rendre compte qu'il est considérable. Merci beaucoup. Je vous remercie également de m'avoir invité. Je remercie notre amie Sabrina Rahmani, qui n'est pas d'accord avec vous sur le gazochisme. Qui n'est pas d'accord, mais avec laquelle je m'entends parfaitement bien, et l'observatoire qu'elle dirige. Voilà. Merci à vous. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.